Buon pomeriggio a tutti. Bonjour à tous ceux qui sont connectés avec nous, avec le meeting de Rimini, et tous ceux qui sont dans les différents lieux de rencontre que nous continuons maintenant dans toute l'Italie. Ceux qui sont chez eux à la maison et qui nous suivent en direct, et tous ceux qui reverront cette rencontre en différé. Pour nous au meeting, j'aimerais exprimer toute notre joie, en quelque sorte. Je ne veux pas parler seulement de satisfaction, toute notre joie d'avoir parmi nous cet après-midi en visioconférence le professeur Mohamed Younous, connecté depuis le Bangladesh. C'est le prix Nobel pour la paix en 2006. Nous le remercions vraiment de tout cœur. Merci, professeur Younous, d'être parmi nous. Le comité du prix Nobel, lorsqu'il a décidé d'attribuer ce prix en 2006, a motivé son choix de cette manière. Mohamed Younous a témoigné qu'il est un leader capable de traduire des idées en actions concrètes au bénéfice de millions de personnes, non seulement au Bangladesh, mais aussi dans beaucoup d'autres pays. Faire des prêts aux pauvres sans la moindre couverture financière semblait être une idée impossible. Il a commencé de façon modeste il y a 30 ans et Younous, d'abord avec la Grameen Bank, a développé le microcrédit comme instrument toujours plus important dans la lutte contre la pauvreté. Ce qui nous a frappé, et qui continue à nous frapper dans l'œuvre du professeur Younous, c'est cette capacité à voir dans la dignité de la personne, dans la dignité de chacun, mais aussi, en particulier parmi les plus pauvres, les plus déshérités, les plus à l'écart, pour utiliser un mot cher au pape François. Donc de voir dans ces personnes, dans la personne, non pas un problème à résoudre, non pas les destinataires d'une aumône, d'un don à faire, mais le point de départ, ceux desquels partir. Nous sommes habitués à une logique où l'ordre est de penser que nous devons favoriser le développement afin que les plus grands, ceux qui vont le mieux, ceux qui sont le plus en avant, puissent s'occuper de ceux qui sont plus en arrière, les derniers. Et là, en quelque sorte, et nous allons l'approfondir, dans la position et la pensée, et surtout dans les œuvres pratiques qui sont nées sous la guide du professeur Younous, c'est comme si cet ordre avait été inversé. Ce ne sont pas ceux qui sont le plus en avant qui doivent s'occuper de ceux qui sont plus en arrière, mais c'est nous qui devons partir des derniers, de ceux qui sont en arrière, parce qu'un tel développement sera capable de prendre en compte chacun. Alors cette idée, tant que le monde a fonctionné dans l'ordre normal que nous connaissons, semblait être une idée qui pouvait fonctionner essentiellement pour les pays que l'on appelle en voie de développement, les plus pauvres. Mais avec cette pandémie, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, tout à coup, nous nous sommes rendus compte que nous qui pensions être les premiers dans cette longue file, ceux qui devaient s'occuper des autres, à cause d'un virus, de quelque chose d'invisible, une tornade de la nature, c'est nous qui nous sommes retrouvés à être les derniers. C'est nous qui sommes en condition de difficulté. Donc cette capacité à inverser la logique, de bouleverser la manière de penser, et cette capacité prophétique aussi. Le cardinal Bassetti, aujourd'hui, dans le dialogue qui s'est tenu ici avec Alberto Savorana ce matin, a rappelé plusieurs fois ce rôle et cette force de la capacité prophétique de ceux qui changent l'histoire. Donc c'est un peu en suivant cet ordre de pensée que nous avons choisi d'intituler ce dialogue « Ne pas revenir au monde d'avant ». On serait tenté de dire que tout le monde espère que ce qui arrive ne soit qu'un mauvais cauchemar et que l'on se réveillera à un moment donné exactement comme on était avant. Mais non, notre titre est « Ne pas revenir au monde d'avant ». Ne comptons pas
arriver au sommet en fin de compte. Il s'agit de comprendre quel est le potentiel de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Récemment, le professeur Younous, dans un article qu'ont publié plusieurs quotidiens, que, en ce moment, le monde entier doit trouver la réponse à une grande question. Est-ce qu'il faut remettre le monde dans la situation où on se trouvait avant le coronavirus ou est-ce qu'on le redessine de fond en comble? La décision ne revient qu'à nous. Alors, je reviens à la description de notre invité que je remercie encore parce que je voudrais, en le présentant, impliquer un autre expert, un autre grand expert en économie qu'il faut que je présente ici tel qu'il est. C'est aussi un très cher ami. Nous sommes collègues à l'Université de Florence. Il s'agit du professeur Mario Biggeri, que je salue. Il est connecté lui aussi en visioconférence. Et c'est certainement l'un des connaisseurs les plus approfondis de la pensée du professeur Younous. Il l'a développé, il l'a adapté, suivi, mais c'est surtout l'un des collaborateurs, l'un de ceux qui ont développé des œuvres sociales, des initiatives concrètes à la suite du professeur Younous et en collaborant avec lui. Donc, avant d'introduire la leçon du professeur Younous, je voudrais demander à M. Biggeri de nous introduire ce personnage et de raconter ce qui l'a frappé dans la pensée et dans l'œuvre de ce grand acteur de notre temps. Je cède la parole au professeur Biggeri. Merci Andrea pour cette présentation et pour cette opportunité. Je remercie aussi le professeur Younous, avec lequel je suis vraiment lié depuis beaucoup d'années. Quand à l'Université de Florence, on lui a donné le diplôme honoris causa il y a quelques années. La connaissance avec Younous a changé ma façon de penser et donc ma vie. Mais au-delà de la pensée du travail, mais cela va au-delà du travail fait à l'université, parce que rencontrer une personne comme Younous directionne la vie des personnes. Donc, je le remercie pour être ici avec nous. Je remercie ceux qui veulent écouter cette rencontre, ceux qui veulent dans le futur parler avec le prix Nobel. Je vais vous dire ce que j'ai appris parce que en s'arrêtant sur les compétences techniques que le professeur Younous a développées pourrait demander du temps, mais je veux vous dire que j'ai beaucoup appris en tant que studieux et comme personne. En particulier, j'ai compris qu'à l'intérieur du système économique, des relations en tant que citoyen, il est nécessaire de donner de l'espace aux relations, donner de la confiance aux personnes. Younous est entré en tant que professeur aux États-Unis. Il a développé l'idée en étant en contact avec les personnes. Et ce qui m'a plu le plus en étant en contact avec lui, c'est son charisme d'entrer en contact avec toutes les personnes, sa simplicité. Plus les personnes sont simples, plus les professeurs se trouvent à l'aise. Comme un frère en relation avec elle et donnant la confiance aux personnes, en recevant la confiance des personnes. Il a constitué sa pensée qui s'est traduite dans des actions concrètes. Le sujet est juste, il est fort pour qui l'a pu lire, parce que cela nous fait comprendre qu'on doit refonder notre système, mais ce sera lui à en parler. L'idée, c'est celle de la force qui m'a transmis en tant que chercheur, c'est celle d'aller au-delà. Dans le défi initial de ce meeting qui est si intéressant, et il y a des paroles où je me trouve, l'œuvre de Younous qui transmet cette signification, la signification d'aller au-delà
en donnant de la confiance, en apportant sa propre créativité, son propre espoir, en allant au-delà dans sa propre manière d'être, dans sa propre joie, dans l'amour qu'il a et dans les choses qu'il fait dans le quotidien. Ce n'est pas nécessaire seulement faire des actions, mais les faire dans une certaine manière. Un jour, ensemble, on devrait partir par nous-mêmes. Cette rencontre a mis en discussion même ma manière, mon être croyant. Et il m'a fait réfléchir sur ce qui est important pour partir de nous-mêmes, notre spiritualité, notre être parti dans toi, une chose qui est vraiment négligée. Et cela m'a fait comprendre comme cet être parti dans toi doit valoir avoir confiance en nous-mêmes et créer des relations. Simoncini a touché une chose importante. La chose c'est en partant par les derniers qu'on a un changement. Mais les changements, c'est nous-mêmes. Ce sont nous-mêmes qui devons changer. Les derniers doivent être capables de pouvoir changer en libérant, et c'est ça la philosophie du professeur, en libérant les potentialités qui sont en ceux qui nous considérons les derniers. C'est ainsi qu'on peut amener un changement important en allant vers une direction et un monde désiré par tout le monde. Cette possibilité de libérer les potentialités, le potentiel de tout le monde. C'est pour cela qu'il y a une affection, une estime très importante de ma part pour le professeur. Je ne voudrais pas voler du temps au professeur. Ça a été une rencontre intéressante pour moi avec le professeur pour me mettre en jeu non seulement dans l'université, dans le cours, dans le diplôme que l'on a créé, mais même dans les quotidiens. Donc, penser d'une manière différente. Il est connu comme banquier des pauvres, mais il a développé cette idée du microcrédit où l'impact de l'entreprise ne doit pas être un impact économique, mais surtout social, non pas économique. Il y a une force de la pensée, la force d'un homme qui a donné aux plus pauvres, je pourrais vous faire des exemples, j'espère qu'il en fera aussi, les pauvres considéraient les derniers, les impossibles à récupérer dans un sens positif. Avec l'empowerment, comme on dirait en anglais, avec la confiance, il a transformé la vie de ces personnes, mais il a transformé aussi des communautés, la vie des sociétés. Je recéderai la parole à Simoncini pour qu'il puisse donner la parole au professeur Younous. Merci. Merci, professeur Biggeri. Merci, Mario. Il me semble que tes paroles nous ont aidés à comprendre que nous ne sommes pas seulement face à un grand professeur et un grand acteur de l'histoire, mais aussi une histoire capable d'avoir une incidence sur la personne. Cela suffit, nous avons suffisamment introduit et nous sommes heureux de donner la parole au professeur Mohamed Younous. Merci. Merci beaucoup. Merci Mario, merci Andrea encore pour vos paroles que j'ai beaucoup appréciées. Je vais essayer d'expliquer ce que je fais. C'est très simple. J'essaie de voir comment le monde se comporte, comment le monde avance et je me pose des questions. En me posant ces questions, j'essaie de résoudre ce qui ne fonctionne pas. J'essaie de faire en sorte que cela fonctionne. C'est comme cela qu'est né le microcrédit, parce que je voyais que le système bancaire ne fonctionnait pas bien, parce qu'il n'accordait pas de crédit aux pauvres. Et donc, il était important de leur donner cette possibilité. Donc, la question que je me posais était, est-ce que les banques sont vraiment ouvertes aux personnes? Est-ce qu'elles sont tournées vers les personnes? Elles devraient être au service des personnes. Et c'est comme cela que nous l'avons résolu en créant une banque qui prêtait de l'argent aux pauvres dans les zones rurales. Cela a fonctionné parfaitement. Personne ne pouvait s'y attendre. Cela fonctionne encore et cette idée s'est ensuite répandue dans le monde. Ensuite, il y a eu le coronavirus, la pandémie du Covid-19.
Et nous nous attendions à ce que le monde s'unisse pour lutter contre cette pandémie. C'est comme si le moment était venu de montrer l'amitié et la solidarité entre les peuples, parce qu'il y avait un ennemi commun. Un ennemi qui nous attaque tous. Mais ce n'est pas comme cela que nous nous sommes comportés. Nous avons agi de manière plutôt hostile. Nous avions un ennemi commun, mais nous n'avons pas fait front ensemble. En moins de 100 jours, le virus a envahi le monde entier. C'est un virus très puissant. On aurait dit que la bataille était terminée au bout de 100 jours. Tous les fronts avaient été vaincus. Personne n'avait été épargné dans les différentes classes sociales, pays riches, pays pauvres. Cela n'avait pas d'importance, les jeunes, les vieux. Il a vraiment frappé tout le monde. Et il a occupé la planète entière. Mais le monde ne sait pas retrousser les manches pour affronter ensemble ce problème et se liguer contre cet ennemi commun. Qu'est-ce que le monde a fait? Il a réduit le champ de son regard. Chaque pays a essayé de se protéger soi-même au lieu de lutter tous ensemble avec une méthode commune. En réalité, certains pays ont eu une approche extrêmement agressive, presque tribale, en attaquant la structure même que le monde aurait pu avoir pour combattre un ennemi commun comme celui-là. C'est l'OMS. Certains pays ont attaqué cette institution au lieu de la soutenir. Et ils ont supprimé les fonds qui avaient été approuvés pour cette institution. Au lieu de donner davantage de fonds, on a retiré ces aides. Et au lieu de soutenir cette institution qui pouvait être un point de repère global pour une action commune, et cela a affaibli cette organisation, l'OMS, au lieu de la renforcer. Nous nous sommes comportés de manière très égoïste, très fermée, très bornée. On ne s'y attendait pas. Et cela a créé un environnement assez négatif dans la lutte contre le Covid-19. Et puis, on a vu que tous les pays se comportaient de manière un peu désordonnée, en cherchant d'unir leurs forces pour pouvoir retrouver le monde d'avant le plus rapidement possible. Ils ont essayé de mettre fin au Covid-19 et de revenir à la situation de début 2020, de fin 2019, début 2020, avant que la pandémie n'éclate. C'était le monde auquel on voulait revenir. Et donc, pour revenir à ce monde, on a commencé à se comporter de manière extrêmement compétitive en déclarant les ressources financières que l'on était capable de mettre en commun pour pouvoir reconstruire l'économie. Le coronavirus, de manière invasive, a mis en crise toute la machine économique qui a été comme congelée en quelque sorte pendant un certain temps. Cet organisme, cette machine économique n'a plus fonctionné. Tout le monde s'en est inquiété et dans le réveil qu'il y a eu, on voulait la faire redémarrer comme elle était avant. Certains pays ont engagé des milliards de dollars, d'autres des trilliards de dollars. Et ils sont maintenant tous dans l'attente de faire fonctionner ces fonds de sauvetage pour revenir au monde d'avant. Et c'est là que j'ai commencé à me demander, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire? Est-ce que l'on veut vraiment revenir au monde d'avant? Alors j'ai compris que c'était vraiment le bon moment pour comprendre s'il fallait revenir à la situation d'avant ou aller dans une autre direction.
On peut arriver à des conclusions, chacun peut avoir sa conclusion. La mienne est que je ne veux pas revenir au monde d'avant parce que c'était un monde terrible. Et nous avons la chance d'avoir maintenant la possibilité que nous n'avions pas avant. Avant le coronavirus, nous n'avions pas le choix parce qu'à ce moment-là, nous étions sur un train à très grande vitesse qui allait tout droit à la catastrophe. Presque toutes les personnes dans le monde étaient assises en quelque sorte sur un projectile qui allait de plus en plus vite vers le panneau de fin de course. Et ce point d'arrivée n'était pas très loin, il ne manquait que quelques années. Les scientifiques avaient calculé les années qui restaient avant d'arriver à ce point irréversible et inévitable. Nous étions tous inquiets du réchauffement global. Il restait 10, 20 ou 30 ans avant que le monde ne devienne un lieu invivable. Et puis le Covid-19 est arrivé. Et ce moteur qui mettait en route ce train à grande vitesse s'est arrêté. On ne pouvait plus continuer dans la même direction et avec la même vitesse. On est arrivé à la vitesse 0, on s'est arrêté. Et alors, on devrait en être content. On a eu l'occasion de nous reprendre, de nous sauver. Alors, il faut vraiment se demander, est-ce que nous voulons revenir au point d'avant ou est-ce que nous voulons exploiter cette possibilité qui nous est donnée de penser vraiment et comprendre la réponse que nous voulons donner? Pour moi, la réponse est claire. Je ne veux pas revenir au point d'avant. Maintenant que les moteurs sont arrêtés, on descend du train et on reconstruit un train qui va dans une autre direction pour ne pas atteindre le désastre, la catastrophe qu'on aurait atteint avec le réchauffement global et qui était évidente avant le début de la pandémie. Mais ce n'est pas le seul point qui nous inquiétait. Il y avait le réchauffement global, bien entendu, qui allait rendre le monde invivable, inacceptable. Mais le monde tout entier s'inquiétait aussi de la concentration de la richesse dans quelques personnes, un tout petit pourcentage de la population qui détient presque toute la richesse du monde. Pratiquement 99% des richesses se trouvent entre les mains de 1% de la population. Donc il y a un déséquilibre extrêmement fort. Et cette concentration ne fait qu'empirer, elle ne progresse pas à une vitesse incroyable. Ça, c'est une montre à retardement. Aucune société ne peut fonctionner si la richesse reste dans les mains de quelques personnes et que les autres n'y ont plus accès. Et n'ont que quelques centimes sur lesquels ils peuvent compter. Donc cette situation n'était plus durable. Et on craignait vraiment une explosion sociale parce que les sociétés ne pouvaient plus fonctionner avec ces paramètres. Voilà le train à grande vitesse sur lequel nous étions. Il nous conduisait à une grande explosion. Donc c'est le deuxième facteur qui me fait dire que je ne veux plus revenir à ce monde terrible dont nous venons. Je me sens presque soulagée de pouvoir ne pas revenir à ce point. Le troisième aspect qui inquiétait le monde d'avant, c'était le chômage de masse à cause de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle arrive de manière prépondérante et enlève beaucoup de postes de travail. Avec le développement de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup d'avantages, mais on élimine énormément d'emplois. Des milliards d'emplois vont disparaître avec l'introduction de l'intelligence artificielle. Et nous arriverons au point que plus personne n'aura de travail. Alors, est-ce que nous voulons faire partie d'un monde de ce genre où il n'y a plus de travail pour personne? Où les gens n'auront plus rien à faire? Il faudra inventer quelque chose pour survivre? Je vois l'être humain comme quelque chose qui n'est pas au service des machines. L'être humain a de grandes capacités et il doit être en mesure de s'exprimer, de faire quelque chose. Voilà
ce qui nous inquiétait avant et vers quoi nous allions. Les jeunes, les adolescents sont descendus dans la rue. Il y a eu des manifestations dans toute l'Asie et dans le monde, des manifestations de rue pour accuser les générations précédentes d'avoir rendu le monde invivable. Ces adolescents se sont rendus compte que leur avenir leur avait été volé et ils disaient aux adultes, c'est de votre faute, vous avez rendu notre vie impossible sur cette planète. Cette planète ne sera plus là pour nous. Alors quel monde voulons-nous? Nous entendons ces accusations de la part des jeunes générations. Nous leur avons volé l'avenir. Malheureusement, c'est vrai. Nous savons que le nouveau monde sera pire que le nôtre. Et leur monde sera pire que celui dont nous avons hérité. Il y a toujours une compétition et chaque génération empire le monde par rapport à la génération précédente. Et avec ce passage de génération en génération, on arrive à un monde qui ne sera plus vivable, utilisable. Et probablement, les enfants de cette génération ne pourront plus vivre une vie normale. Est-ce que c'est à ce monde que nous voulons revenir? Ce serait une folie, ce serait un suicide. Pourquoi vouloir commettre le suicide? Essayons d'exploiter le fait que ce train s'est arrêté maintenant, que nous pouvons changer de quai et aller vers un monde où tout cela n'existe plus, créer un monde où ces problèmes ne sont plus là. Si nous le décidons ensemble, nous pouvons créer un monde à partir de zéro. Zéro concentration de richesse, zéro chômage et zéro réchauffement global. C'est possible parce que nous savons exactement pourquoi ces facteurs se produisent. Nous savons exactement pourquoi on a le réchauffement global, pourquoi les richesses se concentrent sur peu de personnes ou pourquoi il y a du chômage. Ce n'est pas un mystère. C'est très clair. Nous avons les noms des personnes, les institutions, les sujets. Nous connaissons tout le monde. Nous ne savons pas qui contribue au réchauffement global, quelles organisations sont là derrière? Si nous le savons, si nous savons qui sont ceux qui contribuent au réchauffement global, pourquoi ne pas prendre une décision? Pourquoi ne pas créer un nouveau monde? Nous ne voulons pas revenir au monde d'avant. Nous voulons créer un nouveau monde sans avoir ces sujets qui le rendent invivable. Nous avons la liste en pratique. Donc, nous pouvons noter sur notre parcours si une personne, un sujet contribue au réchauffement global et alors nous pouvons lui dire, s'il te plaît, essaye de reprojeter différemment ton activité. Si une certaine activité crée un chômage de masse, on peut dire, nous ne voulons pas de cela dans le nouveau monde, il faudrait que tu t'engages pour trouver du travail pour les personnes. Si une institution crée une concentration de richesse, elle n'est pas la bienvenue. Ce ne sont pas des choses que nous ignorons. C'est très concret, nous avons des chiffres, nous avons des nombres. Donc si l'on prend une décision, on peut vraiment ne pas répéter les mêmes erreurs que celles du passé. Il faut construire un nouveau monde et c'est une décision qu'il faut prendre maintenant pour créer de nouvelles institutions, de nouveaux concepts. Et ça, c'est par exemple le concept de social business, les affaires sociales, nous pouvons en parler. Nous l'avons créé dans un monde qui était égoïste, qui ne voit que l'optimisation du profit. Mais cela ne fonctionne pas pour le business social. On peut avoir l'optimisation du profit, mais les êtres humains ne sont pas guidés uniquement par l'intérêt personnel. On nous a fait croire que c'était le cas, que les êtres humains étaient guidés uniquement par leur propre intérêt et l'optimisation du profit. Mais nous ne voulons pas arriver avec ces concepts dans le nouveau monde. Nous voulons arriver à la véritable nature des êtres humains. Cette véritable nature des êtres humains, c'est de faire le bien. Parce que, d'accord, les personnes sont guidées par leur propre intérêt, mais aussi par l'intérêt commun. L'intérêt commun,
a été effacé de la pensée commune. Mais aujourd'hui, nous voulons revenir à la pensée commune. Nous voulons guider la planète avec ses ressources. Nous ne voulons pas être avares et nous intéresser uniquement de nos affaires. Nous voulons faire les choses ensemble et créer ce nouveau monde. Ce nouveau monde que nous voulons créer et vers lequel nous voulons aller, le système financier est responsable de la concentration des richesses. Il y a des institutions qui fonctionnent d'une manière où plus on a, plus on obtient. C'est là que l'on crée le chômage de masse et la concentration des richesses. Les économistes parlent du secteur informel. Le secteur informel, on ne l'étudie pas beaucoup parce que ce sont des personnes qui ne font rien selon les experts. Ils travaillent pour l'économie et l'économie commence avec le système formel. Le travail formel, voilà ce qu'on étudie à l'économie. Non, moi je dis non. L'économie commence là où il y a la vie humaine. Lorsqu'un enfant naît, il y a déjà l'économie. Quelle que soit sa profession à venir, quoi qu'il arrive, il y a immédiatement l'économie. On commence immédiatement du secteur formel. Le secteur formel est bien moins important que le secteur informel. Le secteur informel comprend une part de population bien plus importante et le Covid-19 a révélé tous les points faibles de la société. Il est arrivé et nous a montré toutes les fragilités de la société. Nous avons vu que notre société n'a pas été en mesure de dépasser l'épreuve de cette catastrophe particulière. Alors, nous pouvons nous en occuper. L'une des premières interrogations que l'on s'est posées dans le monde, en particulier dans les pays pauvres, c'était: faut-il sauver des vies ou faut-il sauver la subsistance? La vie n'est pas négociable, la vie est suprême. C'est la vie qui reste au premier plan. Tandis que l'alimentation, la subsistance, on peut le gérer différemment. On a vu des personnes en Inde qui marchent le long de l'autoroute parce qu'il n'y a plus de transport à cause du confinement. Des personnes qui marchent avec leurs propres enfants et qui font des kilomètres pour rentrer à la maison parce qu'ils se trouvaient dans les grandes villes, dans ces grands engrenages de l'économie. Mais lorsque le coronavirus est survenu, il a tout mis à zéro, il a rendu tout visible. Et on était très mal à l'aise de voir que ces personnes devaient marcher pendant des kilomètres et des kilomètres pour rentrer à la maison. Et je suis sûre que vous aussi vous êtes sentis comme moi. Pourquoi y a-t-il des personnes qui doivent marcher autant pour atteindre une vie de survie? Quel type d'économie avons-nous? Quel type d'économie est-ce où on doit mener une vie de survie? On ne devrait pas devoir laisser sa maison pour pouvoir survivre. On pourrait laisser sa maison pour d'autres raisons. Et on a vu aussi toutes les structures économiques construites autour des villes. Les zones rurales sont des aires très grandes où vivent beaucoup de personnes, tandis que les villes ont une concentration majeure de personnes. Mais beaucoup de personnes vivent aussi dans les zones rurales. Mais l'attention s'est beaucoup concentrée sur les centres urbains. Et cela, c'est une honte. Pourquoi faut-il construire toutes ces infrastructures économiques uniquement dans les villes? Elles devraient être disponibles partout, les structures pour la communication, pour le transport, pour l'instruction. Il faut qu'elles soient présentes partout. Pourquoi ces structures ne sont-elles pas construites là où se trouvent les personnes, au lieu de faire en sorte que toutes les personnes doivent être poussées à aller vers les centres urbains et vivre une vie terrible, dans des conditions terribles? Donc, il faut vraiment projeter à nouveau un nouveau monde totalement nouveau. En parlant des personnes du secteur informel, sur lesquelles le gouvernement estime ne pas avoir de responsabilité, il n'y a pas de politique à ce sujet. Et les économistes s'en lavent les mains eux aussi.
Ils ne veulent pas entendre parler du secteur informel. Ils ne s'occupent que du secteur formel et du chômage dans le secteur formel. C'est pour que les personnes du secteur informel puissent entrer dans le système formel. Mais cela est terrible parce qu'il faut se mettre dans la perspective des personnes. On ne doit pas totalement discréditer le secteur informel. On peut penser au micro-entrepreneuriat. Il y a des personnes qui inventent des activités pour survivre et ils créent plein de choses, des activités de vente avec d'autres personnes et ils vivent de ces activités. Lorsque la pandémie est survenue, on a tout perdu. Beaucoup de personnes ont perdu leurs revenus. Et là, nous avons vu ces personnes. Avant, elles étaient invisibles et elles ont été rendues invisibles et nous les avons reconnues comme un secteur séparé, mais pas comme un secteur informel, comme un secteur de micro-entrepreneuriat. Donc, si nous les regardons comme cela, comme un micro-entrepreneuriat, il faut créer un ministère pour la micro-entreprise, comme on a un ministère du travail. Nous sommes tous bien contents que le ministère du Travail s'occupe de l'emploi formel. Mais si nous avons un ministre de l'emploi formel et des agences ministérielles qui s'occupent de rédiger des lois sur le travail, que dire du micro-entrepreneuriat? Rien. Alors, il faut se concentrer sur le micro-entrepreneuriat. Parce que le micro-entrepreneur appartient à la classe des entrepreneurs de la société. Ce ne sont pas seulement une masse de population désorganisée. Absolument pas. Ils font partie de la pyramide entrepreneuriale de la société et de l'économie. Nous avons les multimillionnaires, les multimilliardaires au sommet de cette pyramide, et puis nous avons les entrepreneurs multimillionnaires à la moitié de la pyramide et les entrepreneurs d'une centaine de dollars à la base. Et la base est énorme. Et ceux-là, ils veulent grimper dans la pyramide. Voilà la direction à suivre. Alors que les institutions financières ne servent qu'au sommet et elles oublient tout le reste. Une grande partie de la population n'a rien à voir avec ces sommets. Alors comment font-ils pour survivre? Ce sont des micro-entrepreneurs qui essayent de s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Ils essayent même de se contenter. Des microcrédits qu'ils reçoivent. Ils ont été attaqués par des requins, des usuriers. Avec le microcrédit, on peut leur donner la possibilité d'aider leur famille, de donner une opportunité à leurs enfants. Et c'est l'occasion de repenser complètement le monde, de le réorganiser et d'oublier tous ces aspects terribles qui faisaient partie de l'ancien monde. Si nous suivons tout ce que nous faisions avant, nous reviendrons au monde d'avant. Les anciennes situations, les règles d'avant vont nous ramener à la destination d'avant. Si nous voulons construire le nouveau monde dont je parlais, nous pouvons le faire et nous devons le faire. Nous n'avons pas d'autre choix. Les alternatives que nous avons sont d'une part d'aller vers la mort et d'autre part de construire un monde vers la vie, vers la nouvelle vie, celle du partage, où l'on fait attention aux autres. Il faut construire de nouvelles voies, de nouveaux parcours pour arriver à cette destination. La nouvelle voie est à construire. Et voilà l'effort que nous devons fournir pendant cette période. Je suis très content d'avoir cette chance parce que cette occasion ne se représentera pas dans les prochaines générations. C'est maintenant que nous l'avons et il faut l'utiliser au maximum et essayer de construire ce voyage vers le nouveau monde. Merci. Merci beaucoup. C'est une leçon magistrale, une description synthétique, efficace et extrêmement réaliste de la condition dans laquelle nous nous trouvons. Toute la première partie, ce train lancé à très grande vitesse, à une vitesse folle, ce projectile vers la fin de course
Et cette idée que cette circonstance, que nous voyons tous comme une circonstance terrible, un malheur, pourrait être au contraire l'opportunité pour invertir la direction. Toute la deuxième partie de votre leçon a été consacrée à clarifier cette nouvelle possibilité. Je voudrais mieux expliquer la structure de notre dialogue. Tandis que le professeur Younous parlait avec le professeur Bidjeri sur les réseaux où on nous suit, les personnes dans le monde ont posé des questions. Nous avons des boîtes de conversation ouvertes où les personnes posent des questions et nous avons reçu des dizaines et des dizaines de questions. Et donc, j'aimerais essayer d'en poser quelques-unes au professeur Younous. Et si c'est possible, je voudrais revenir sur un point et vous solliciter pour avoir une réponse. Parce que je crois que nous partageons tous l'analyse sur ce monde qui avait atteint un rythme insoutenable. Mais sur la partie de la proposition, beaucoup de questions sont apparues. Il y en a une en particulier qui en illustre quelques-unes. Je la lis. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de ce que peut être le rôle de la personne et des petites communautés dans ce changement? C'est-à-dire, qu'est-ce que cela signifie de faire des affaires sociales? C'est-à-dire faire des affaires qui n'ont pas seulement le profit comme objectif. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples pour mieux comprendre? Je vous remercie. Oui, dans mon intervention, je n'ai pas parlé du rôle des gouvernements, parce que je pense que les gouvernements ont bien sûr un rôle, mais les individus aussi, parce que ma décision et la vôtre, voilà ce qui changera le monde. Ce n'est pas la décision des gouvernements. Pour changer les gouvernements, il faut beaucoup d'années, mais nous pouvons décider à titre personnel. Notre décision personnelle, c'est surtout que nous ne voulons pas, moi je ne veux pas, ma famille ne veut pas revenir à ce monde. Et cette décision me poussera à faire d'autres pas. Par exemple, je ne consommerai plus de produits qui conduisent au réchauffement global, parce que je ne veux pas revenir au réchauffement global. Donc je commence à calculer le nombre de combustibles que j'utilise. S'il n'y a pas d'alternative, je peux réduire la consommation. Et si je peux avoir une alternative, je choisis l'alternative. Ça, c'est une décision personnelle. S'il faut attendre que le gouvernement fasse une loi, des normes et contrôles, il faudra des années. Mais cela, je peux le faire tout de suite, et mes voisins aussi, et ma famille élargie aussi. Mais les groupes d'amis aussi peuvent le faire. Voilà comment on commence, par exemple. Je peux, par exemple, ne plus utiliser le plastique qui est en train de détruire cette planète. Donc, j'élimine le plastique. C'est ma décision. Je n'ai pas besoin d'attendre que quelqu'un d'autre me le dise. C'est quelque chose que l'on peut faire. Et on peut le faire ensemble. Donc, ne pas revenir en arrière, cela veut dire que moi, je ne veux pas revenir en arrière. Si vous ne voulez pas revenir en arrière, personne ne reviendra en arrière. Voilà le début. Donc, la décision individuelle permet de rendre cela réalisable. En même temps, en tant qu'individu, je peux travailler sur ma consommation. Par exemple, je peux décider de ne plus manger de bœuf parce que le bœuf contribue au réchauffement global. Plus je mange de bœuf et plus il y aura de réchauffement global. C'est inutile de suivre des conférences sur le réchauffement global et puis aller se manger un bon steak. Il faut être plus cohérent. Je dois être cohérent entre ce que je pense et ce que je fais. Il doit y avoir une cohérence générale. Et en même temps, en tant que personne, je peux créer des activités pour résoudre les problèmes. Le problème du réchauffement global,
Donc, je peux travailler dans mon côté consommateur, mais aussi au niveau des affaires, par exemple. Je peux créer une activité de ressources d'énergie renouvelable. Je ne ferai peut-être pas une grande entreprise parce que je n'ai pas beaucoup de ressources, mais je peux m'engager pour commencer avec une dizaine de familles, par exemple, qui utilisent l'énergie renouvelable et tout le monde pourra être content. Par exemple, on peut regarder par exemple la facture de l'électricité. Combien nous payons pour cela? Avec les ressources renouvelables, je peux vendre mon énergie solaire et faire la comparaison avec les dépenses énergétiques. Donc, le business social commence comme cela. Cela ne sert pas à faire des bénéfices, mais à résoudre les problèmes de l'énergie verte, par exemple. Changer l'énergie pour de l'énergie verte. Ainsi, je peux commencer en petit dans le business social et je peux aussi aider les autres. Par exemple, pour le domaine de l'eau qui est toujours pollué, qui devient de plus en plus rare, je peux commencer à travailler avec quelques familles, quelques utilisateurs pour fournir de l'eau potable de façon à ne plus tomber malade quand on consomme de l'eau. Voilà le business social. Je ne veux pas seulement gagner de l'argent, je veux aider les autres aussi. C'est le sens du business social. Je peux aussi commencer à embaucher 3 ou 4 jeunes au chômage et en faire des entrepreneurs. Je peux leur donner des ressources pour investir leur argent et petit à petit, ils pourront me rendre l'argent. Je fais comme cela du business social et puis je leur dis, si vous faites des bénéfices, vous allez me rembourser petit à petit. Donc, il y a beaucoup de manières. Je peux commencer ces petites activités et puis d'autres peuvent s'engager de la même manière. Et quand les personnes s'associent, on crée des entreprises plus grandes, des activités plus grandes, comme les entreprises électriques ou les entreprises d'eau. Donc, on peut aussi faire un travail de soutien de certaines politiques. Donc, toutes les actions commencent à partir des individus. Et puis ensuite, on peut se demander comment convaincre les gouvernements pour investir des milliards ou des trillions de dollars en bouée de sauvetage pour gérer tout le secteur du plastique et des combustibles fossiles. Il vaut mieux investir dans l'énergie verte, etc., pour que les personnes puissent vivre dans un monde plus sain. L'argent public devrait être utilisé non pas pour conduire le monde à la situation d'avant. Nous ne voulons pas nous suicider, nous voulons vivre. Nous voulons rendre cette planète comme une planète plus sûre, plus heureuse, pour que nos enfants ne nous accusent pas de leur avoir volé l'avenir. Nous voulons transmettre ce monde comme un monde plus sûr que celui que nous avons reçu. C'est le processus inverse. Cette grande inversion, j'en profite pour faire une parenthèse. Avant de terminer, je demanderai son avis au professeur Biggero, la question du steak. Comment est-ce qu'on peut associer ces deux choses? Mais ce que je voulais vous demander, c'était à partir d'une autre question qui a été posée, c'est est-ce qu'il est vraiment possible d'imaginer un tel développement? Vous avez insisté sur les comportements personnels. On peut commencer à partir de la personne. Je peux déjà commencer à concevoir un développement différent. Mais est-ce que c'est une bataille qu'on peut vaincre contre les grands intérêts économiques, contre les grandes entreprises qui vivent de la proposition de ce modèle de développement? J'aimerais demander au professeur Younous s'il peut répondre un peu plus brièvement pour pouvoir poser plus de questions. D'accord. Lorsque l'on parle de grandes entreprises, on parle de beaucoup d'argent, de beaucoup de contrôle, mais une entreprise est gérée par un PDG et le PDG
peut-être un oncle, un proche, un parent. Moi aussi, j'ai le frère de quelqu'un, la sœur de quelqu'un. Donc, ce n'est pas une super personne, c'est quelqu'un comme nous. Et je parle de ces personnes-là et de leur famille. C'est eux qui peuvent décider d'avoir une planète plus sûre. Donc, dans ce cas-là, ils quittent l'entreprise ou ils la changent. L'entreprise n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de concret qui est géré par des personnes comme nous. Ce sont nos frères, nos sœurs. Et nous pouvons leur enseigner. Nous sommes des professeurs universitaires. Mario aussi est professeur universitaire. Nous leur enseignons le monde auquel ils peuvent penser. Mais nous avons enseigné des choses fausses. Nous devons enseigner les choses vraies et alors ils se comporteront de manière correcte. Ils suivent ce que nous avons écrit dans les livres. Et il n'y a que des choses fausses dans ces livres. Voilà les anciennes règles. Les anciens livres parlent des anciennes règles qui suivent ce train à grande vitesse. Mais nous voulons changer de direction. Alors, il faut changer les livres, notre manière de penser doit changer, les politiques doivent changer. C'est encore plus fascinant ce défi que vous lancez. Même les grands PDG des grandes multinationales sont des hommes, sont des personnes et eux aussi doivent choisir. Eux aussi doivent décider le modèle qu'ils veulent. Cette idée que la personne est au centre, que ce soit dans l'exemple le plus petit, dans le micro que dans le macro, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Mais je vous demande, du point de vue de la formation de la personne, qu'est-ce qui peut aider à devenir comme cela, c'est-à-dire à épouser cette idée de développement et ainsi à renoncer, il faut bien le dire franchement, le modèle conventionnel, pour ce groupe étroit des 1%, il a produit un grand bénéfice. Alors, qu'est-ce qui peut changer vraiment l'esprit d'une personne? Qu'est-ce qui peut changer le cœur d'une personne? Pour que peut-être l'un de ceux qui sont à l'intérieur de ces systèmes de pouvoir et qui peuvent décider d'un tournant comme celui que vous indiquiez, mais c'est très simple. Les technologies ont changé de manière visible avec les médias sociaux, les réseaux sociaux et toutes nos familles, ma famille, votre famille, les familles au Bangladesh, s'ils voient des jeunes qui parlent de la nourriture qu'il faudrait consommer, mais nous ne leur avons rien appris là-dessus. Nous faisons juste ce qui nous semble correct. Parfois, les enfants ne veulent pas manger ceci ou cela. D'où cela vient-il? Cela vient des réseaux sociaux. Ils s'inquiètent des animaux, ils veulent préserver la vie. C'est quelque chose d'abstrait ce que je dis, mais je vais vous donner un exemple concret. Qui a appris à ces adolescents à sortir et à manifester dans la rue? Nous n'avons rien dit de tout cela. Eux, ils se plaignent et ils nous accusent, nous. C'est nous qui sommes coupables, qui avons conspiré contre leur vie. D'où arrive toute cette histoire? Cela ne s'est passé seulement dans une ville ou dans un seul pays, pas seulement en Suède, en Norvège, ou seulement dans une partie du monde. Cela s'est produit partout. Comment est-il possible de transmettre cela à toutes les générations? S'il y a eu cette communication, s'il y a eu ce mouvement du Friday, du vendredi pour l'avenir qui est apparu, ce sont des lycéens, des jeunes. Ils ne sont pas descendus dans la rue pour dire qu'il ne fallait pas faire certaines choses. Et nous, maintenant, nous pourrions suivre leur chemin. Nous sommes un peu faussement orgueilleux. Nous disons que nous savons ce qui est juste à faire. Mais on dirait que si on leur laissait la possibilité de décider, ils pourraient mieux partager la planète et la protéger. Voilà le cœur de la question. Merci. Merci parce que nous commençons à apercevoir, au-delà de cette situation d'obscurité dans laquelle nous nous trouvons, on commence à apercevoir un chemin.
Et cette idée que quelque chose puisse mettre en mouvement la personne, c'est certainement l'un des points que j'aimerais approfondir davantage. Vous disiez à juste titre qu'il ne s'agit pas de trop insister sur le rôle des gouvernements ou des institutions. Mais nous, ici, nous sommes en Europe. Vous, vous êtes au Bangladesh actuellement. Quel rôle pourrait-il y avoir pour l'Europe pour suivre votre idée de développement? Une institution comme l'Union européenne peut-elle jouer un rôle? Pouvez-vous nous répondre brièvement? Au début, j'ai parlé de la concentration de la richesse dans le monde qui se concentre entre les mains de peu de personnes. 1% contrôle 99% de la richesse mondiale. Mais alors, la question suivante, c'est où vivent ces personnes qui font partie des 1%? Ils ne vivent pas au Bangladesh. Ils vivent dans 5 ou 6 pays du monde. Alors, si 1% de ces personnes qui gèrent 99% des richesses vivent dans 5 ou 6 pays dans le monde, où vivent-ils? En Europe, aux États-Unis. Alors, l'Europe est très importante pour nous parce que c'est vous qui causez tous les problèmes. Alors, si vous résolvez les problèmes, nous aussi, nous pourrons les résoudre. Tout ce qui se passe dans le monde entier se concentre entre vos mains. Si l'Europe prend le pas, prend la direction, le changement arrivera. Mais si c'est le Bangladesh qui le fait, ça ne changera rien parce que nous n'avons pas grand-chose à changer dans le monde. Oui, nous pouvons donner des exemples qui attirent votre attention, mais c'est votre attention qu'il faut rappeler. Parce que la réponse, la solution doit venir de là, avec la technologie, avec les financements, avec beaucoup d'autres choses. Où se trouvent toutes ces grandes entreprises? Elles sont toutes là. Par exemple, on parle beaucoup du vaccin, puisqu'on parle de la pandémie. D'où arrivera le vaccin? On ne voit pas dans les journaux qui contrôle ce vaccin. 5 entreprises dans le monde réparties entre les États-Unis et l'Europe. Et c'est eux qui le produiront et puis qui le vendront à un prix élevé. Les États-Unis sont en train d'acheter tous les vaccins. Toutes les entreprises des États-Unis les achètent. Et nous n'avons pas le contrôle sur ces vaccins. Une fois que l'Europe sera satisfaite, et le Royaume-Uni aussi, et les États-Unis aussi, alors les pauvres, tous les autres, auront peut-être la possibilité d'y accéder. Parce que c'est vous qui contrôlez l'argent, la technologie et tout le reste. Donc, le vaccin devrait être produit comme un bien global, mondial. Il ne devrait pas avoir de brevet parce qu'il faudrait que tous les pays puissent le produire. On peut le projeter, on peut le produire, mais il faut pouvoir le produire dans le monde entier. Et on attend ces 5 entreprises qui vont le produire et qui ensuite fourniraient le monde entier. Voilà un exemple de choses qui ont à voir avec le contrôle de la richesse dans les mains de peu de personnes. C'est très important, cet appel que le professeur Yunus a déjà communiqué, cette demande que la production du vaccin, dont nous espérons tous qu'il arrivera bientôt pour cette maladie, qu'il soit gratuit. C'est-à-dire que ça puisse être un bien partagé dans l'humanité. C'est une proposition que nous, du meeting, nous voulons vraiment relancer à toutes les institutions, toutes les organisations, pour éviter que, encore sur ce drame, on retrouve la différence que l'on trouve dans le monde. Dernière question, puis je donnerai la parole pour finir au professeur Bicheri. Alors, juste un instant sur le vaccin, je voudrais dire encore quelque chose. Nous lançons un appel à tous les pays pour suivre une direction donnée et arriver à une solution dans les prochains mois pour pouvoir déclarer le vaccin du coronavirus
comme bien commun. Personne ne devrait en détenir le brevet, comme le vaccin pour la polio. Le vaccin contre la polio a été immédiatement considéré comme un bien commun. Donc, suivons cette tradition. Je lance cet appel à vous en Italie pour que vous puissiez aussi répandre ce message et prendre la tête de cette défense d'un message pour que le vaccin puisse être rendu disponible à tous, pour pouvoir rendre ce vaccin disponible pour chacun, qu'il n'y ait pas des pays qui doivent attendre avant de le recevoir. Alors, les vaccins devraient être faits sans brevet, de façon à ce que tous puissent y accéder et que tout le monde puisse être fourni partout dans le monde. Autrement, s'il y a ce contrôle, le contrôle restera toujours entre les mains de ceux qui ont le pouvoir économique. Très volontiers, depuis le meeting, nous faisons l'écho de cette demande qui est si importante, c'est-à-dire que toute l'humanité et tous les gouvernements accueillent cette proposition. Cela nous semble un point essentiel. Je voudrais conclure avec une question, et je m'excuse, le temps passe, donc je vais vous demander une réponse très brève, mais le thème est sans doute le plus important pour ce meeting aussi que nous avons vécu. C'est une autre question qui nous est parvenue dans les conversations des réseaux sociaux. La confiance. C'est tellement important, la confiance, pour pouvoir créer ce nouveau parcours. Vous disiez vous aussi, vous, Européens, vous êtes les responsables. Je me permets d'ajouter aussi les Américains, parce que comme ça, on partage un peu la responsabilité. Nous sommes responsables de ce développement et de ce modèle. Et nous pouvons être responsables du changement. Mais il faut faire confiance à cette perspective. Il faut de la confiance pour suivre votre pensée et changer. Alors, quel type d'éducation? Qu'est-ce qui crée la confiance? Qu'est-ce qui permet de faire davantage confiance pour que cette perspective soit possible et donc préférable? Merci pour cette question parce qu'elle me permet de revenir à l'origine de la Grameen Bank que j'avais créée pour le microcrédit. Au départ, le système était fondé sur la confiance réciproque, faire confiance à la personne qui reçoit le prêt, parce que dans la pensée et l'attitude habituelle, c'est de ne pas faire confiance aux autres. Il faut qu'il y ait un document où l'on dit que l'on pourrait faire l'objet d'un procès si on ne respectait pas les termes du prêt, pardon. Mais nous étions face à des personnes qui ne comprenaient pas tous les protocoles, toutes les procédures. Ils avaient besoin de ressources, d'argent, mais on nous disait toujours on ne peut pas faire confiance, l'argent c'est quelque chose de spécial, on ne peut pas avoir confiance à ceux à qui on prête de l'argent. Et nous avons essayé de faire confiance. Nous n'avons pas fait de papier, il n'y avait même pas de papier signé. On donnait l'argent et on faisait un accord verbal. Et on disait, on vous donne cette somme et vous pourrez nous la rendre dans les conditions suivantes, dans telle période. Parce que les documents écrits n'avaient pas de sens pour ces personnes. Mais personne, je souligne, personne ne pouvait lire ni écrire. Voilà les personnes avec qui nous travaillons. C'était des femmes des zones rurales qui ne savaient ni lire ni écrire. Et nous leur avons fait des prêts de petites sommes, $20, $30, $50, à l'époque, il y a 42 ans, sans papier, sans document, parce qu'ils ne savaient même pas signer de leur nom. Alors nous avons dit, laissons tomber tous ces paplards, et cela a fonctionné. Les personnes ont commencé
à dire un jour vous allez grandir et maintenant 42 ans ont passé et nous avons 9 millions de clients prestataires. Ce sont toutes des femmes dans les zones rurales, aucune paperasse, aucun avocat. Nous sommes la seule banque dans le monde entier qui prête plus de 3 milliards de dollars par an sans le moindre document. Donc c'est une banque sans procédure légale et elle fonctionne. Et d'autres nous ont imité maintenant, même aux États-Unis. Les États-Unis font des prêts de milliards de dollars et nous avons prêté 11 milliards de dollars jusqu'à présent aux États-Unis sans document et sans procédure légale. Et cela a fonctionné. Donc quand on s'engage dans cette direction, cela peut fonctionner. Même sur le plan mondial, nous en avons fait l'expérience. Donc la pensée conventionnelle, l'ancienne école de pensée, est mise au placard. On disait il faut avoir un document, un contrat, il faut signer. Non. Nous avons créé un monde totalement différent. Avant, le monde avait les avocats, les procédures, et nous allions de l'avant sur ce chemin. Nous avons quitté cet ancien modèle. Donc, il faut réinventer les choses, les institutions, l'organisation des institutions. Seules les personnes intelligentes qui peuvent tout redessiner peuvent le faire. Parce qu'il n'y avait plus de confiance. Mais nous avons fait confiance. Nous avons 42 ans qui le prouvent. Merci vraiment. Mario Bigeri. Mario, c'est à toi l'honneur en 2 minutes de nous dire ce qu'il faut retenir d'une telle rencontre. Le message de Yunus, ça a de la force. Et vous aurez compris que ici, il ne s'agit pas de regarder ce que les autres font, mais de se mettre en jeu en tant que personne, de se mettre en jeu en ce qu'on est, en ce que nous sommes, en ce que nous vivons dans nos relations. Et c'est très important. Et c'est une chose qui a émergé dans un essai très important de Yunus aussi, et qui trouve à nous, les croyants, une force unique. Ce n'est pas important ce que l'on a fait dans la vie, c'est comment on s'est comporté dans la vie et ce que nous voulons faire maintenant. C'est le message le plus important que nous pouvons amener à la maison avec le professeur Yunus. Qu'est-ce que nous voulons faire? Où voulons-nous aller? Il y a l'espace pour tout le monde. Il y a l'espace même pour les multinationales qui ont fait leur rage à faire. Il y a de l'espace aussi pour faire du business de manière différente, clairement. Il y a aussi de l'espace pour les personnes qui veulent se mettre en jeu, même sur les bases des consommations différentes, de consommation alimentaire. Ça ne veut pas dire de ne pas manger toujours le steak. Il en mangera peut-être dans des occasions spéciales. Si tout le monde mangeons toujours le steak, ça va être un problème. Cela signifie d'aller vers une direction, vers un changement. Pas envers les relations. Cela commence par nous-mêmes, par notre attention envers le détail. C'est une partie de quelque chose de plus grand. Et cela ne s'arrête pas à l'individu, mais au tout. Seulement ainsi, nous sommes capables de faire le bien commun, d'avoir un changement qui nous est échappé des mains. Et seulement ainsi, c'est possible de partager un chemin commun. C'est quelque chose d'encore plus important, d'avoir une vision. Ce Covid, au-delà du drame qu'on est en train de vivre maintenant, nous donne la possibilité de réfléchir sur une chose qu'il y a déjà et faire de l'expérience sur ça. Et il y a beaucoup d'exemples, beaucoup de beaux exemples auxquels on peut prendre l'aspiration. Mais ces exemples doivent émerger à travers des investissements et ces investissements ne peuvent pas que passer entre une réflexion forte et au système d'instruction. Je suis d'accord avec le monsieur Yunus. Cela doit
augmenter notre conscience déjà à partir des enfants. On doit faire l'expérience de ça, de quelque chose de plus grand que nous. Il faut créer de la confiance dans l'autre pour avoir une propre responsabilité. On ne peut pas donner seulement aux jeunes et il n'y a pas de temps pour donner que aux jeunes la responsabilité. C'est nous tous ensemble qu'on peut faire la différence. On doit appeler tous en cause parce qu'on espère d'aller au-delà. L'université aussi doit changer. L'université de Florence a commencé à se poser des questions, mais aussi, les autres universités aussi. La CRUI, qui recueille toutes les universités italiennes, essaie de donner une version différente. L'un de mes collègues, Andrea Ferranini, et moi, on est en train de faire une recherche sur comment faire l'innovation. On doit penser la base qui amène à un système productif. Si je pense aussi aux inventions, à la recherche, à l'innovation, on doit faire depuis le début l'innovation envers une direction particulière qui concerne l'environnement, qui change une manière différente de concevoir la vie. Mario, il faut terminer. Oui, il est nécessaire de repartir des sources. Les sources, c'est nous, mais aussi les institutions où on vit. Et ils doivent prendre une direction claire, la direction dont il parlait, le professeur Younous. Je remercie vraiment de tout cœur le professeur Younous, prix Nobel pour la paix de 2006, qui a accepté cette invitation à participer à notre dialogue. Je remercie beaucoup le professeur Mario Biggeri, qui a aussi subi en quelque sorte notre rythme, parce que nous avons des horaires à respecter. Un petit point final. Cette possibilité de changement existe. Ce destin n'est pas inévitable et cela se fonde sur la confiance qui naît quand on voit que quelqu'un nous fait confiance. La confiance naît quand quelqu'un d'autre nous fait confiance. Ça, c'est un point essentiel et il me semble que le meeting de Rimini devra revenir sur ce point. Donc, c'est une invitation que je lance à tous nos intervenants de pouvoir nous revoir le plus rapidement possible. Je remercie chacun pour sa présence et j'invite à poursuivre le meeting de Rimini. Merci, professeur Younous. Merci, professeur Biggeri.